Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de troisième. Il s'agit d'un chapitre d'enseignement moral et civique qui s'intitule Agir et s'engager dans la vie démocratique et sociale française. Commençons par l'introduction. L'engagement peut débuter dès le collège. Les délégués de classe sont élus afin de représenter leurs camarades et de transmettre leur avis, notamment lors des conseils de classe. Les élèves peuvent également participer au conseil de la vie collégienne pour contribuer à améliorer la vie dans leur établissement ou rejoindre l'association sportive du collège et y prendre progressivement des responsabilités. D'autres formes d'engagement reposent sur le volontariat. Un éco-délégué peut sensibiliser ses camarades aux enjeux environnementaux et participer à des projets en faveur du développement durable. Les ambassadeurs phares, eux, participent à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire. La problématique de ce chapitre est donc la suivante. Comment les citoyens peuvent-ils participer aux décisions et agir collectivement dans une démocratie? Nous allons maintenant commencer la première grande partie, participer à la vie politique, débattre et choisir. Dans une première sous-partie, nous allons voir que la campagne électorale est un temps de débat public. Une campagne électorale permet aux candidats de présenter leurs idées et leurs programmes aux électeurs afin de chercher à les convaincre. Pour cela, ils disposent de différents moyens, les affiches électorales, les réunions publiques, les médias, les réseaux sociaux ou encore les débats. Les électeurs reçoivent également les professions de foi, c'est-à-dire des documents dans lesquels les candidats présentent leurs principales propositions et leurs engagements. Une campagne doit toutefois respecter certaines règles afin de garantir le pluralisme politique et une égalité de traitement entre les candidats. L'Arcom contrôle maintenant leur temps de parole dans les médias audiovisuels. Les débats télévisés permettent aussi aux candidats de confronter directement leurs propositions. Enfin, les militants soutiennent activement un candidat ou un parti en distribuant des tracts, en collant des affiches ou en discutant avec les électeurs. Passons maintenant à la deuxième sous-partie, le droit de vote, une conquête et un droit fondamental du citoyen. Le droit de vote n'a pas toujours été accordé à tous. En 1791, le suffrage est censitaire. Seuls certains hommes de plus de 25 ans, suffisamment riches, peuvent voter. Il est également indirect, car ces citoyens ne choisissent pas directement les députés. Le suffrage universel masculin est instauré en 1848, alors qu'il faut attendre 1944 pour que les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Elles ne voteront pour la première fois qu'aux élections municipales de 1945. En 1962, le président de la République est désormais élu au suffrage universel direct. En 1974, la majorité est abaissée de 21 à 18 ans. Aujourd'hui, certains électeurs choisissent pourtant l'abstention, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas au scrutin. Un électeur peut aussi voter blanc, tandis qu'une procuration permet à une autre personne de voter à sa place lorsqu'il ne peut pas se déplacer. Nous terminerons cette première grande partie avec une troisième sous-partie, élections, référendum et contrôle des élus, faire vivre la démocratie. Dans une démocratie représentative, les citoyens élisent des représentants qui prennent ensuite des décisions en leur nom. En France, ils participent notamment aux élections municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielles et européennes. Les élus exercent leurs fonctions pendant une durée déterminée. Mais les citoyens peuvent parfois participer directement à une décision grâce au référendum. Ils répondent alors généralement par oui ou par non à une question. Les citoyens peuvent aussi suivre l'action de leurs élus, par exemple en assistant aux réunions publiques d'un conseil municipal ou en consultant les décisions prises. Passons maintenant à la deuxième grande partie. S'engager collectivement, agir pour une cause ou l'intérêt général. Dans une première sous-partie, nous allons voir comment les associations et les syndicats permettent de s'organiser pour agir collectivement. Une association permet à des personnes de se regrouper volontairement autour d'une activité, d'un projet ou d'une cause.
Les Restos du Cœur, créés par Coluche en 1985, reposent largement sur l'action de bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui donnent de leur temps sans être rémunérées. En 2024-2025, 78 000 bénévoles ont permis à l'association de servir 161 millions de repas. L'engagement associatif existe également dans d'autres domaines, comme le sport. Les citoyens peuvent aussi rejoindre un syndicat qui défend les droits, les intérêts et les conditions de travail de ses membres. Lorsque le dialogue ne suffit plus, un syndicat peut également participer à une grève ou à une manifestation. Passons maintenant à la deuxième sous-partie, les mobilisations citoyennes, faire entendre une revendication. Les citoyens peuvent se mobiliser collectivement pour défendre une cause ou contester une décision. L'exemple étudié dans le cours est celui de la mobilisation contre la loi Duplon. Une pétition a recueilli plus de 2 millions de signatures et les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans sa diffusion, notamment grâce à des personnalités comme Hugo Clément. La manifestation constitue un autre moyen de faire entendre une revendication. Elle permet aux citoyens de se rassembler dans l'espace public pour rendre une opposition visible. Une mobilisation peut avoir des effets. La pétition contre la loi Duplon a conduit à un débat à l'Assemblée nationale en février 2026. Mais ce débat n'a pas été suivi d'un vote, ce qui montre qu'une mobilisation ne garantit pas que la décision contestée sera modifiée. Terminons cette deuxième grande partie avec une troisième sous-partie, s'engager dans une institution, agir au service de l'intérêt général. S'engager au service des autres peut passer par une institution ou un service public. Cela peut prendre la forme d'un métier. Un professeur contribue à l'éducation et à la formation des futurs citoyens. Un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse accompagne des mineurs suivis par la justice. Un médecin dans un hôpital public soigne les patients et contribue à permettre l'accès aux soins. Mais il existe aussi d'autres formes d'engagement. Un jeune peut effectuer un service civique. Un citoyen peut rejoindre la réserve de la police nationale ou la réserve opérationnelle des armées. Les sapeurs-pompiers peuvent quant à eux être professionnels ou volontaires. Toutes ces formes d'engagement participent à des missions d'intérêt général. Pour conclure, l'engagement prend donc des formes très variées. Un citoyen peut participer à la démocratie en votant ou en participant à un référendum, défendre une cause dans une association ou un syndicat, signer une pétition, manifester ou encore agir directement au service de l'intérêt général. De nouvelles formes d'engagement apparaissent également avec Internet. Le Z-Event en constitue un exemple. Cet événement rassemble des créateurs de contenu autour d'une action solidaire et utilise notamment le streaming pour mobiliser un large public. Voilà, cette vidéo de révision est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous souhaite de bonnes révisions.